Mes parents ont légué l'entreprise à mon beau-frère, alors j'ai mis fin à mes 80 h de travail bénévole. Une semaine plus tard, mon père panique, notre meilleur client s'en va. Ma réponse? Que l'héritier gère. Je m'appelle Amélie Dubois. J'ai 32 ans et je vis au Havre, en Normandie. Au cours des 10 dernières années, j'ai travaillé 80 heures par semaine dans l'atelier de métallurgie de ma famille. Sans salaire, sans assurance maladie, juste la promesse qu'un jour j'hériterais du patrimoine que mon grand-père avait bâti de ses propres mains. Chaque brûlure, chaque cicatrice, chaque nuit blanche devant les machines CNC me semblait en valoir la peine, car je croyais que je gagnais un avenir. Puis, un vendredi soir glacial, en triant des dossiers de contrôle qualité, j'ai trouvé une pochette scellée marquée « Confidentiel ». À l'intérieur se trouvaient des documents de transfert donnant la pleine propriété de l'atelier au mari de ma sœur, un homme qui connaît à peine la différence entre l'acier et l'aluminium. Je me souviens être resté là, sous la lumière crépitante des néons, les mains noircies par l'huile de coupe, réalisant que 10 ans de ma vie venaient d'être cédés d'un trait de plume. J'ai démissionné le lendemain matin. Une semaine plus tard, mon père a appelé, sa voix tremblante au téléphone. « Amélie, notre plus gros client, l'Acierie Dynamique de l'Ouest, est sur le point de nous quitter. S'il te plaît, nous avons besoin de toi. » J'ai pris une lente inspiration et j'ai répondu, d'une voix stable et calme. « Laissez l'héritier s'en occuper. » J'ai grandi dans le bourdonnement des machines et l'odeur de l'huile de coupe, dans un monde qui ne dormait jamais vraiment. La zone industrielle près du port était un labyrinthe de béton, d'étincelles et d'hommes en bleu de travail taché, criant pour couvrir le rugissement des compresseurs. J'étais la seule femme qui y travaillait à plein temps, la seule capable de changer une plaquette en carbure plus vite que la plupart des gars ne pouvaient finir leur café. Ils me dévisageaient à mon arrivée, mi-curieux, mi-douteux, comme s'ils attendaient le moment où j'abandonnerais pour trouver un travail plus convenable. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté. J'ai appris chaque son que ces machines produisaient, chaque vibration à travers le sol en béton, chaque odeur qui m'indiquait que quelque chose n'allait pas. L'atelier appartenait à notre famille depuis 3 générations. Mon grand-père l'avait construit en 1970 avec une vieille fraiseuse CNC et un rêve qui sentait l'acier et la sueur. Il avait commencé par fabriquer des pièces de tracteurs pour les fermes locales, dormant sur un lit de camp dans un coin durant ses premiers hivers, car il ne pouvait pas se permettre de chauffer l'endroit. Quand j'étais petite, il me laissait m'asseoir sur ses genoux et appuyer sur le bouton vert de démarrage du cycle. Je me souviens encore du frisson lorsque la broche prenait vie. La façon dont le métal criait doucement en se faisant couper, comme le battement de cœur de quelque chose de vivant. Quand il est décédé, mon père a pris la relève. Il n'était pas un rêveur comme grand-père. Il était pratique, prudent, le genre d'homme qui mesurait la valeur en heures travaillées et en chiffres gagnés. Mais il aimait l'entreprise, et je voulais le rendre fier. Après le lycée, pendant que ma sœur Claire partait étudier le marketing et courir les stages à Paris, je me suis inscrite dans un IUT en génie mécanique. Je voulais apprendre à programmer les machines, à concevoir des montages et des gabarits, à faire se comporter le métal comme je le voulais. Une fois diplômé, je suis revenu directement à l'atelier, pensant que je gagnerais ma place à l'ancienne, en arrivant plus tôt et en partant plus tard que tout le monde. Et c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé, nous avions 6 fraiseuses et 3 tours. En une décennie, nous sommes passés à 10 fraiseuses et 5 tours, décrochant des contrats avec des fabricants de dispositifs médicaux et des fournisseurs de l'aérospatiale. Je faisais tourner les machines, concevais les montages sur mesure, gérais le contrôle qualité et négociais directement avec les clients chaque fois qu'un plan arrivait avec des tolérances impossibles. Si une pièce devait être précise à 3 microns près, c'était ma responsabilité. Si un client envoyait une commande urgente un vendredi soir, c'est moi qui restais jusqu'à l'aube pour la finir. Le travail était dur. Les machines tournaient à chaud et faisaient un bruit assourdissant. Je sens encore le mélange de liquide de refroidissement et d'huile qui s'accrochait à mes vêtements même après le lavage. Mes mains étaient en permanence rugueuses à force d'ébavurer des arêtes vives. Mes ongles étaient coupés courts, car les ongles longs ne survivaient pas dans ce métier. J'ai appris à lire les machines à l'oreille. Un léger broutage signifiait un outil émoussé. Un ronronnement plus profond signifiait que la charge de la broche était trop élevée. Quand les autres ne comprenaient pas pourquoi une pièce était défectueuse, je me tenais à côté de la fraiseuse, j'écoutais pendant 10 secondes et je savais exactement quel correcteur ajuster. Ils appelaient ça de l'intuition. J'appelais ça de l'obsession. Il y avait des nuits où je regardais l'horloge et réalisais qu'il était 2 heures du matin, tout le parc industriel plongé dans le noir,
à l'exception de la lueur des lampes au sodium de notre atelier. Parfois, je prenais une pause, m'asseyais sur le quai de chargement et regardais le brouillard monter du port. Mon reflet me fixait depuis les flaques huileuses sur le béton, et je pensais, c'est ma vie. C'est le prix à payer pour construire quelque chose qui dure. Les clients ont commencé à demander à me parler nommément. Les ingénieurs de plus grandes entreprises envoyaient leurs plans directement à Amélie des ateliers métallurgiques du bois. L'un d'eux a même plaisanté, si elle est sur le coup, on peut cesser de s'inquiéter des spécifications. Chaque compliment allégeait les longues heures. Et chaque fois que mon père disait, tu es l'avenir de cet endroit, ma grande, je le croyais. Il le disait si souvent que c'est devenu une promesse gravée dans ma poitrine. Je n'ai jamais demandé de salaire. Mes parents disaient que l'argent était réinvesti, que je constituais des fonds propres dans l'entreprise. Ils me fournissaient une chambre à l'étage, le dîner à la maison familiale, et me disaient que c'était suffisant pour le moment. Un jour, tout cela sera à toi, Amélie, me chuchotait ma mère en me touchant l'épaule alors que je rentrais couverte de crasse. Et je souriais parce que je la croyais. Je n'avais pas besoin de contrat, de titre ou de paperasse. J'avais la confiance. J'avais une famille. Et j'avais mes mains, ces mêmes mains qui, autrefois, tenaient dans les gants de mon grand-père, maintenant calleuses et stables, façonnant le métal comme il me l'avait appris. Pendant 10 ans, j'ai tout donné à cet atelier, chaque heure, chaque once d'énergie, chaque partie de moi qui pouvait encore bouger après le coucher du soleil. 80 heures par semaine, parfois plus. Les machines ne s'arrêtaient pas, et moi non plus. Je me réveillais avant l'aube, mon réveil sonnant à 4h30. Et la première chose que je faisais était d'étirer mon dos, qui avait commencé à me faire mal avant même mes 30 ans. À 5 heures, j'étais déjà à l'atelier, les lumières s'allumant une par une, l'air froid chargé de l'odeur de la poussière de métal. Je préparais les fraiseuses CNC, chargeais les programmes, calibrais les correcteurs, et au moment où les autres arrivaient, la première série était déjà terminée. Personne ne m'a jamais demandé pourquoi je travaillais si dur, car tout le monde connaissait déjà la réponse, ou pensait la connaître. Tu le fais pour toi, disait mon père avec ce ton d'autorité patiente, comme s'il me transmettait une sagesse. Tu construis ton propre avenir. Souviens-toi, Amélie, tout ça, c'est pour toi, hochait ma mère à côté de lui, un doux sourire aux lèvres. Un jour, ma chérie, quand ce sera à toi, tu seras reconnaissante d'avoir tenu bon. Alors, je les ai crus. Je croyais que les longues nuits, les dîners sautés, les anniversaires passés à l'atelier faisaient tous partie d'un plan plus grand qui, un jour, aurait un sens. La vérité, c'est que je n'avais pas de vie en dehors de ces murs. Mes amis avaient cessé de m'inviter à sortir des années auparavant, après avoir entendu trop de fois que je ne peux pas venir. J'ai manqué des mariages, des fêtes, même la baby shower de ma sœur. Quand je n'étais pas à l'atelier, je dormais. Et quand je ne dormais pas, je pensais à l'atelier. Je mangeais debout la plupart du temps, généralement des restes froids en équilibre sur un chariot à outils entre 2 cycles de machine. Mes mains étaient crevassées par le liquide de refroidissement et la poussière de métal. Mes cheveux, autrefois longs et brillants, étaient constamment attachés, pleins de traces d'étincelles de soudure, inégaux là où ils avaient brûlé près des pointes. J'avais des cicatrices sur les avant-bras à cause des copeaux chauds et de petites brûlures qui ne guérissaient jamais tout à fait. Mes ongles étaient fendus et gris à cause de l'huile, mais je les portais comme des médailles. Il y avait des jours où mon corps suppliait pour du repos. Le bas de mon dos lançait comme un voyant d'alerte que je n'éteignais jamais. Je m'appuyais contre un établi un instant, je m'étirais jusqu'à sentir mes vertèbres craquer, puis je retournais chargé du brut. Je me disais que la douleur était la preuve que je méritais quelque chose. Quand l'épuisement brouillait ma vision, je me rappelais, tu es l'avenir de cet endroit. C'était la phrase que mon père utilisait le plus, et chaque fois qu'il la disait, c'était comme une promesse que je ne pouvais pas me permettre de rompre. Les vacances ne faisaient pas partie de mon vocabulaire. Quand l'équipe prenait des congés, je couvrais leur quart. L'entreprise ne peut pas tourner sans toi, a dit papa une fois, à moitié en plaisantant. J'ai souri, ne réalisant pas que c'était plus vrai qu'il ne le pensait. La seule fois où j'ai pris un week-end pour rendre visite à un vieil ami d'université, je suis revenu pour trouver 2 commandes en retard et un désordre de trajectoire d'outils cassés. Mon père a secoué la tête. Tu vois ce qui se passe quand tu n'es pas là. À partir de ce jour, je ne suis plus jamais parti. Je me disais que c'était de la loyauté. Au fond, c'était de la peur. La peur que si je n'étais pas là, il trouverait un moyen de prouver que je n'étais pas nécessaire.
L'amour a été une autre victime. J'ai essayé de sortir avec un ingénieur civil nommé Marc, rencontré par l'intermédiaire d'un fournisseur. Il était gentil, patient et fasciné par ce que je faisais. Mais après quelques mois de dîners annulés et de week-ends reportés, il a cessé d'appeler. Je ne lui en voulais pas. Je ne pouvais même pas lui promettre un vendredi soir sans que mon téléphone ne vibre d'un appel urgent de l'atelier. Je me souviens une fois, debout près du quai de chargement, le téléphone collé à l'oreille, l'air nocturne transperçant ma veste pendant que j'essayais de lui expliquer pourquoi je ne pouvais pas venir. « Tu dis toujours que tu as presque fini », a-t-il dit doucement. « Mais tu ne finis jamais. » Il avait raison. Je ne finissais jamais. L'atelier était devenu à la fois ma cage et ma cathédrale. Chaque fois que j'entendais le bourdonnement régulier des machines, je sentais que j'avais un but. Chaque fois que j'essuyais la sueur de mon front et que je regardais les pièces finies briller sous les lumières, je ressentais de la fierté. Et quand mes parents entraient, souriant au rapport d'efficacité, je ressentais leur approbation, le genre d'approbation que j'avais passé toute ma vie à chercher. Je pensais que si je travaillais assez dur, si je devenais indispensable, ils me verraient non seulement comme une fille, mais comme une égale. Il y avait de petits moments, cependant, où le doute s'insinuait. Comme lorsque mon père a donné un chèque à ma sœur pour avoir aidé au marketing, même si elle n'avait pas mis les pieds dans l'atelier depuis des années. Ou quand ma mère a dit, « Tu sais, Cédric pourrait amener l'entreprise à un autre niveau une fois qu'il sera plus impliqué », et mon estomac s'est noué, bien que je ne comprenne pas encore pourquoi. Je refoulais ces sentiments. La famille, c'était la famille, je me disais de ne pas comparer. La nuit, quand je m'allongeais enfin dans mon lit, le corps endolori et les mains sentant encore faiblement l'aluminium, je fixais le plafond et j'imaginais l'avenir qu'il n'arrêtait pas de me promettre. Mon nom sur l'enseigne à l'extérieur. Mon équipe travaillant sous mes ordres, peut-être même un petit bureau avec des fenêtres. C'était suffisant pour rendre la fatigue supportable. Je me disais que les gens comme moi n'avaient pas besoin de reconnaissance immédiate. Je croyais que le mérite, comme la gravité, finirait par tout mettre en équilibre. Mais ça n'est jamais arrivé. En y repensant maintenant, je crois que ma plus grande erreur n'a pas été de travailler trop dur. C'était de croire que l'équité viendrait d'elle-même, que l'amour et la loyauté mèneraient naturellement à la justice. Je pensais que si je devenais la meilleure, si je portais tous les fardeaux, si je me prouvais au-delà de tout doute, il n'aurait d'autre choix que de me donner ce que j'avais mérité. J'avais tort. Dans une entreprise familiale, le mérite ne gagne pas toujours. Parfois, il est réduit au silence. Parfois, il est discrètement remplacé. Et parfois, on ne réalise qu'on a été effacé que lorsqu'il est déjà trop tard. C'est vers 2020 que Cédric Walker est entré dans ma vie, ou plutôt, l'a envahi. Il est arrivé en chemise repassée, chaussures cirées, et avec cette confiance étudiée de quelqu'un qui a lu plus de livres de commerce qu'il n'a vécu de jours réels dans une usine. Ma sœur Claire l'a ramené à la maison pour dîner un soir, sa voix rayonnante en le présentant. Cédric vient de finir son MBA à HEC Paris. Il est brillant, Amélie. Tu vas adorer sa façon de penser. Brillant. Ce mot flottait dans l'air comme un mauvais parfum. C'était le même mot que les gens utilisaient quand ils n'avaient aucune preuve de compétence réelle. Je lui ai serré la main ce soir-là, par-dessus la table. Sa poignée trop ferme, son sourire trop blanc. « Alors, c'est vous l'ingénieur ?» a-t-il dit, comme si j'étais une curiosité qu'il venait de découvrir. C'est impressionnant. Les femmes dans l'industrie, c'est rare. J'ai forcé un sourire. J'avais déjà entendu cette phrase, mais pas sur un ton aussi condescendant. Quelques mois plus tard, mes parents ont annoncé que Cédric rejoindrait l'entreprise familiale pour aider à moderniser les opérations. Soi-disant, il était là pour numériser les processus, construire la marque et développer de nouveaux partenariats. En réalité, il a passé sa première semaine à se promener avec son téléphone, prenant des photos de machines qu'il ne comprenait pas, les postant sur l'Instagram de l'entreprise avec des légendes comme « L'innovation ne dort jamais » ou encore « Une journée réussie aux ateliers métallurgiques du bois ». Les commentaires étaient principalement des bots, mais mes parents étaient aux anges. « Regarde l'engagement », disait ma mère, les yeux brillants. Il nous fait entrer dans l'ère moderne. Pendant ce temps, je rampais sous un tour CNC qui venait de se bloquer, couverte d'huile et de poussière de métal. Je me souviens l'avoir regardé de l'autre côté de l'atelier, moi en gants épais, la sueur coulant sur mon cou, lui sirotant un café à 10 €, faisant défiler des choses sur sa tablette, et réalisant à quel point le même mot, travail, pouvait avoir des apparences différentes.
L'emploi du temps de Cédric était généreux. Il arrivait vers 10h30, parfois 11h, avec un gobelet de café à la main et son oreillette Bluetooth dans l'autre. Je viens d'avoir un appel avec un partenaire potentiel, disait-il, même si son écran n'affichait que les scores de l'équipe. Il est resté quelques heures, disparaissait pour un déjeuner d'affaires, et revenait vers 15h, généralement à temps pour faire une autre publication ou discuter avec des fournisseurs que j'avais déjà gérés. À 16h30, il était parti. Et pourtant, contrairement à moi, Cédric était payé 50 000 € par an, m'a fièrement annoncé ma mère comme si elle annonçait une promotion. Il apporte une véritable expertise commerciale, a-t-elle dit. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il fasse du bénévolat comme toi. Je l'ai regardé, stupéfaite. J'avais travaillé 10 ans sans un seul salaire, 10 ans à trimer, à saigner, à manquer les fêtes, et maintenant il signait des chèques pour un homme qui ne savait même pas ce qu'était le code G. Quand Cédric a eu son véhicule de société, un Peugeot Landtrek flambant neuf avec des détails personnalisés, je n'ai même pas fait semblant de sourire. Il a besoin d'un moyen de transport fiable pour les visites clients, a dit papa en lui tendant les clés. Tu as toujours ta vieille camionnette, non? J'ai regardé par la fenêtre ma vieille Peugeot 504 rouillée de 20 ans, avec son pare-brise fissuré et ses taches d'huile sur l'allée. Je n'ai pas répondu. Au début, je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. J'étais l'ingénieur. Il n'était que la figure de proue. Laissez-le jouer à se déguiser, à poser devant les machines et à prétendre savoir ce qu'étaient les limites de couple. Les clients savaient qui faisait vraiment le travail. Je me suis convaincu que le travail parlerait de lui-même. Mais lentement, j'ai commencé à voir quelque chose changer. Pendant les réunions, mes parents ont commencé à se tourner vers lui en premier. Cédric, qu'en penses-tu? Cédric, peut-être que tu pourrais gérer la présentation client. J'étais assise de l'autre côté de la table, couverte de petites coupures et d'échymoses de l'atelier, le regardant parler en cercle, utilisant des mots comme scalabilité, matrice d'efficacité, empreinte numérique, et il hochait la tête comme s'il prêchait l'évangile. Parfois, il me jetait un regard en plein milieu d'une phrase, juste assez longtemps pour esquisser ce sourire poli et vide qui disait « Reste à ta place ». Un soir, nous fermions l'atelier. Je venais de finir une journée de 14 heures à peaufiner un moule en titane qui devait être expédié le lendemain matin. Cédric se tenait près du bureau, parlant à Claire. J'ai surpris son rire, léger, condescendant. Amélie, c'est la technicienne, a-t-elle dit. Mais Cédric, c'est le stratège. C'est ça qui maintient l'entreprise en vie. Cette phrase m'a blessé plus profondément que n'importe quel éclat de métal. Toi, tu es la technicienne. Lui, c'est le stratège. Comme si l'exécution n'avait aucune valeur. Comme si des années de sueur et de cicatrices valaient moins que des diapositives PowerPoint et des mots à la mode. Ce n'était plus seulement du favoritisme. C'était une réécriture de l'histoire en temps réel, transformant mon labeur en son héritage. Je voyais des publications en ligne, sous la direction de Cédric, les ateliers métallurgiques du bois entrent dans une nouvelle ère d'innovation. Mes conceptions, mes fabrications, mes clients, tous estampillés de son nom. Mon père rayonnait de fierté chaque fois que quelqu'un mentionnait Cédric lors d'un événement de réseautage. Il a une vision, disait-il. Enfin, quelqu'un qui comprend les deux facettes de l'entreprise. Pendant ce temps, je dormais toujours dans la même chambre d'enfant au-dessus du garage, je conduisais toujours une camionnette qui tremblait à chaque changement de vitesse, j'attendais toujours la reconnaissance qui n'est jamais venue. Je me disais de l'ignorer, de continuer à travailler, de laisser les chiffres, la production, la qualité parler pour moi. Mais au fond, une peur silencieuse avait commencé à grandir. Parce que j'avais déjà vu ce schéma, mais pas dans ma famille. Je l'avais vu à l'IUT, dans chaque usine, dans chaque réunion où j'étais la seule femme à table. Les beaux parleurs s'élèvent tandis que les travailleurs disparaissent en arrière-plan. Pendant des mois, j'ai serré les dents, souri à travers l'injustice et me suis dit que j'étais paranoïaque. Mais chaque jour, Cédric restait plus longtemps au bureau. Chaque réunion qu'il dirigeait, chaque décision que mes parents lui laissaient prendre, faisait pénétrer une vérité plus profondément dans mes os. J'étais en train d'être remplacé, non pas par quelqu'un de meilleur, mais par quelqu'un qui avait l'air de l'être. Et j'ai réalisé que ma plus grande menace n'était pas l'incompétence, c'était le charme. Cédric n'avait pas besoin de travailler plus dur que moi. Il avait juste besoin de parler mieux que moi. Et dans une famille où les mots pesaient plus que la sueur, j'étais déjà en train de perdre. C'est arrivé une de ces nuits qui se fondaient dans toutes les autres.
Après minuit. Le reste de la ville dormait, l'atelier bourdonnait doucement comme une chose vivante. J'étais seul, comme d'habitude, à examiner les dossiers de contrôle qualité pour une commande de titane qui devait partir le matin. Les pièces brillaient sous les dures lumières fluorescentes, parfaites jusqu'au dernier micron, leur surface froide et coupante. Je me souviens m'être massé la nuque, les muscles tendus, la faible odeur de liquide de refroidissement et d'ozone flottant dans l'air. Mes mains étaient noircies de graisse et d'encre de la paperasse, mon cerveau en pilote automatique après 14 heures d'affilée. Tout ce que je voulais, c'était finir le travail et rentrer chez moi. J'ai ouvert le classeur pour vérifier les bons de commande, mais une pochette a glissé et est tombée par terre. En me penchant pour la ramasser, j'ai remarqué une enveloppe rouge à moitié cachée derrière une pile de vieux classeurs. Les lettres en gras estampillées dessus disaient le confidentiel. Elle n'était pas à moi, et je ne l'avais jamais vue auparavant. La façon dont elle était dissimulée m'a noué l'estomac. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon, je me suis assise au bureau et j'ai hésité une seconde avant de glisser mon doigt sous le seau. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, des pages de texte formels et des signatures qui n'avaient pas de sens au début. Les mots transfert des propriétés étaient imprimés en haut, clairs et définitifs. J'ai continué à lire, mes yeux se déplaçant plus vite à mesure que la compréhension commençait à poindre. Le nouveau propriétaire des ateliers métallurgiques du bois était Cédric Walker. Pas mon père, pas ma mère, pas moi. Mon nom n'apparaissait nulle part, sauf une fois, enfoui dans une annexe intitulée Liste des employés. Le transfert avait été signé, notarié et daté de 4 mois plus tôt. La signature de mon père, celle de ma mère. L'encre semblait assez fraîche pour sentir encore légèrement le tonneur. Ma gorge s'est asséchée. Ma poitrine s'est serrée comme si l'air s'était épaissi autour de moi. J'ai parcouru les pages encore et encore, espérant avoir manqué quelque chose, peut-être une clause, un addendum, une seule ligne qui m'incluait. Il n'y avait rien. Le bourdonnement des machines en arrière-plan semblait s'estomper, remplacé par le son de mon propre cœur dans mes oreilles. Pendant des années, j'avais cru que je travaillais pour quelque chose de plus grand que moi, que toutes les heures et tous les sacrifices étaient des briques dans une fondation dont j'hériterais un jour. Et maintenant, sur du papier blanc bon marché, j'étais entièrement effacé de cette histoire. J'ai regardé mes mains, tachées d'huile, cicatrisées, le bout des doigts rugueux après une décennie de métal et de chaleur. C'étaient les mains qui avaient construit cet endroit. Chaque machine, chaque montage, chaque gabarit personnalisé était passé par elles. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elles ne comptaient pas. Mes parents avaient choisi un homme qui ne pouvait pas distinguer un forêt d'un alaisoir plutôt que leur propre fille. Ils avaient échangé l'expérience contre l'image, la sueur contre le charme, la substance contre l'apparence. La colère est venue rapidement, brute et brûlante. J'ai claqué la pochette, l'écho sec contre les murs métalliques. Mais sous la colère, il y avait quelque chose de pire, un chagrin profond et douloureux. Pas pour la perte de l'entreprise, mais pour la prise de conscience que les personnes en qui j'avais le plus confiance ne m'avaient jamais vraiment vu. J'avais passé une décennie à faire mes preuves, et ce n'était toujours pas suffisant. Je suis resté assise là longtemps, fixant la lumière vacillante au-dessus du bureau, rejouant chaque conversation, chaque tu et l'avenir de cet endroit qui sonnait soudain comme un mensonge. Quand l'horloge murale a sonné 3 heures du matin, j'ai pris ma décision. C'était fini. J'ai pris une feuille de papier à en tête de l'entreprise et j'ai commencé à écrire, le stylo tremblant dans ma main. À la direction des ateliers métallurgiques du bois. Avec effet immédiat, je démissionne de mon poste. Bonne chance pour faire tourner cet endroit sans moi. J'ai signé simplement, Amélie Dubois. Quand j'ai posé le stylo, un calme étrange s'est installé en moi. Le genre de calme qui vient juste après qu'une blessure cesse de saigner, quand la douleur est toujours là, mais plus silencieuse. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai placée sur le bureau de mon père, juste à côté de la plaque en laiton qui indiquait encore propriétaire. Puis j'ai traversé l'atelier une dernière fois, traçant mes doigts le long des machines que j'avais entretenues comme de vieilles amies. L'air sentait l'acier et la trahison. J'ai rassemblé quelques objets qui comptaient. Mon carnet de réglage d'outils, une photo de grand-père et moi de mon premier jour à l'atelier, et ses gants de soudure, raidis par le temps mais toujours parfaitement ajustés. Il me les avait donnés pour mes 18 ans, en disant, ces gants construisent des choses qui durent. Ne les donne jamais à quelqu'un qui ne sait pas s'en servir. Je les ai glissés dans mon sac. Quand je suis sorti, l'aube commençait à peine à poindre sur le port. L'air était vif.
Le ciel était zébré de gris et d'orange pâle. Pour la première fois en 10 ans, je n'avais nulle part où aller. Le parking était vide, à l'exception de ma vieille camionnette, son capot couvert de givre. Je suis monté, j'ai tourné la clé et je suis resté assise un moment pendant que le moteur tout sautait pour démarrer. Mon reflet dans le pare-brise avait l'air plus vieux que 32 ans, des yeux fatigués, un visage marqué, une décennie d'épuisement et de déception gravée dans chaque trait. En quittant le parking, je n'ai pas regardé en arrière. Les lumières de l'atelier brillaient derrière moi, un bourdonnement lointain s'estompant dans le silence. Les gants de mon grand-père reposaient sur le siège passager, le cuir usé et lisse là où ses mains se trouvaient. J'ai posé les miennes dessus, murmurant « Je suis désolé, grand-père ». J'ai essayé. Puis j'ai démarré, laissant derrière moi le bâtiment qui avait été ma maison, mais qui ressemblait maintenant à une tombe. Pour la première fois, la route s'étendait devant moi, froide, incertaine, mais mienne. 8 jours passèrent. 8 jours longs, silencieux, désorientants. Les premiers jours, j'avais l'impression de me désintoxiquer d'une vie qui m'avait empoisonné sans que je le sache. Mon corps ne comprenait pas quoi faire sans la vibration constante des machines ou l'odeur âcre du fluide de coupe. Je me réveillais à 5 heures par habitude, m'asseyais dans mon lit et ressentais cette panique fugace d'être en retard, puis je me souvenais qu'il n'y avait nulle part où aller. Je squattais le petit appartement de mon amie Mélissa, au-dessus de sa boulangerie. Elle ne posait pas de questions, laissait juste du café sur le comptoir et me donnait de l'espace pour respirer. Pour la première fois en une décennie, je pouvais sentir autre chose que le métal. Le 8e jour, j'avais presque cessé de regarder mon téléphone. Le silence de mes parents était plus assourdissant que n'importe quelle dispute. Je me disais qu'ils ne me contacteraient pas, qu'ils s'obstineraient dans leurs décisions et me donneraient raison. J'avais tort. Cet après-midi-là, alors que j'aidais Mélissa à décharger des sacs de farine du camion de livraison, mon téléphone a vibré. Je n'ai pas reconnu le numéro au début, mais ma poitrine s'est tout de même serrée. Je me suis essuyé les mains et j'ai répondu. Amélie, la voix de mon père a craqué à l'autre bout du fil avant même que je puisse répondre. Ce n'était pas le ton stable et autoritaire avec lequel j'avais grandi. Il était tendu, irrégulier. Dieu merci, tu as décroché. Je me suis figé. Papa. C'est l'aciérie dynamique de l'Ouest, a-t-il dit, ces mots se bousculant. Ils menacent de rompre leur contrat. Cédric s'est occupé de leur dernière commande, et apparemment les spécifications sont fausses. Ils ont dit que les pièces ne correspondaient pas aux tolérances que tu avais l'habitude de tenir. Ils ne valideront pas tant que quelqu'un n'aura pas arrangé ça. Sa respiration s'est saccadée. On ne peut pas se permettre de les perdre. Ça représente 40% de notre chiffre d'affaires. Tu dois revenir. Pendant une seconde, mes vieux instincts ont refait surface. Je pouvais presque voir la machine dans ma tête, entendre la broche tourner de travers, sentir la solution au bout de mes doigts. Chaque partie de moi voulait attraper mes clés, conduire directement à l'atelier et tout remettre en ordre. C'est ce que j'avais toujours fait, nettoyer leurs dégâts, faire en sorte que les choses fonctionnent. Mais ensuite, je me suis souvenu de cette enveloppe rouge. Je me suis souvenu des signatures. Je me suis souvenu de mon nom sur cette liste d'employés, enfoui sous celui de l'homme qui avait pris tout ce que j'avais construit. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit doucement, je ne travaille plus là-bas. Amélie, a claqué papa, sa voix montant avec la panique. Il ne s'agit pas de ça maintenant. On a besoin de toi. Cédric a besoin de toi. Il essaie, mais il ne comprend pas le côté technique. Alors peut-être qu'il ne devrait pas être le propriétaire d'un atelier d'usinage, ai-je coupé. Ma voix n'a pas tremblé cette fois. Elle est sortie calme, plate, définitive. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Je pouvais l'entendre inspirer comme s'il allait argumenter, puis se retenir. Pour une fois, il n'avait pas de solution rapide, pas d'autorité sur laquelle s'appuyer. S'il te plaît, a-t-il dit après un long silence. On est en train de couler. J'ai regardé par la fenêtre le gris doux de la fin de l'hiver, l'odeur de levure et de cannelle venant d'en bas. J'ai été frappé par la différence de cet air, par sa propreté, sans huile ni trahison. Vous avez fait votre choix, ai-je dit doucement. Laissez l'héritier s'en occuper. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Je pouvais presque l'imaginer debout dans le bureau, entouré de paperasses qu'il ne comprenait pas, Cédric faisant les 100 pas à côté de lui, essayant de bluffer pour se sortir d'un autre désastre. Comme il ne répondait pas,
j'ai ajouté « Bonne chance, papa ». Puis j'ai raccroché. Pendant un instant, je suis resté là, le téléphone toujours à la main, mon cœur battant si fort que ça faisait mal. Pas de peur cette fois, mais de quelque chose de plus vif, quelque chose qui ressemblait à du pouvoir. J'ai posé le téléphone face contre le comptoir et j'ai expiré, réalisant que mes mains tremblaient. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que pour la première fois de ma vie, je ne m'étais pas précipité pour arranger les choses. Je ne m'étais pas sacrifié pour le confort de quelqu'un d'autre. Pendant 10 ans, toutes mes limites avaient été brouillées par l'obligation et la culpabilité. Mais cet appel téléphonique, la supplique dans la voix de mon père, le clic silencieux en y mettant fin sont devenus la ligne que je ne franchirai plus jamais. Je n'étais plus leur filet de sécurité. Je n'étais plus leur main-d'œuvre non rémunérée ou leur héritière invisible. J'étais juste Amélie. Et pour la première fois en une décennie, cela me semblait suffisant. C'était un dimanche matin gris, le genre où le ciel ressemble à du métal brossé et l'air sent légèrement la pluie. Je m'étais arrêté au relais du port, un petit restaurant au coin de l'avenue Foch, le genre d'endroit qui servait encore le café dans des tasses ébréchées et passait de la musique douce à une vieille radio. J'étais assise à ma banquette habituelle près de la fenêtre, mangeant des œufs brouillés et du pain grillé, essayant de me convaincre que c'était à ça que ressemblait la paix, calme, ordinaire, sans histoire. Puis je les ai vus. Au début, j'ai cru que mes yeux me jouaient des tours. Mais quand la porte s'est ouverte et que la cloche au-dessus a sonné, je me suis figé, une bouchée en suspens. Mes parents sont entrés, suivis de près par Claire et Cédric. Le visage de mon père était rouge, sa mâchoire serrée. Ma mère avait l'air nerveuse, ses mains agrippées à la sangle de son sac à main. Claire avait ce regard qu'elle portait toujours quand elle voulait paraître calme, mais qu'elle tenait à peine le coup. Et Cédric, bien sûr, se tenait derrière eux, chemise parfaitement repassée, un petit demi-sourire suffisant, comme s'il entrait dans une réunion du conseil d'administration qu'il pensait avoir déjà gagné. Ils m'ont repéré immédiatement. Ma mère a hésité, chuchotant quelque chose à mon père, mais il l'a ignoré et a marché droit vers ma table. Le restaurant est devenu silencieux, les fourchettes s'arrêtant en l'air, les conversations s'éteignant dans le faible bourdonnement des néons. « Amélie » a dit mon père, debout au-dessus de moi, la voix lourde d'autorité. « Il faut qu'on parle. » Je n'ai pas levé les yeux tout de suite. J'ai fini de mâcher, j'ai avalé et j'ai posé calmement ma fourchette. « De quoi ?» Sa voix s'est élevée. « De ce comportement puéril. De ce que tu as fait. La famille a besoin de toi. » Je l'ai regardée, sincèrement confuse. « La famille ou l'entreprise ?» Il a cligné des yeux, ne s'attendant pas à la question. « C'est la même chose » a-t-il dit fermement. « Vraiment » ai-je demandé en me penchant en arrière dans la banquette. « Parce que ce n'est pas ce que j'ai ressenti quand vous avez tous cédé à votre gendre. » Claire s'est avancée, les bras croisés. « Amélie, n'en fais pas toute une histoire. Tu exagères. » Cédric voulait juste aider. J'ai ri. Un rire court et sans humour. Aider ? Il en est le propriétaire, Claire. Tu appelles ça aider ? Cédric a finalement parlé, glissant ses mains dans ses poches comme s'il attendait son signal. Personne ne dit que tu n'as pas contribué, Amélie, mais personne n'est irremplaçable. L'air dans le restaurant semblait s'épaissir. J'ai levé les yeux vers lui, lentement, croisant son regard. Ah oui, ai-je dit doucement. Alors peut-être que tu peux me dire ce qu'est un cumul de tolérance. Son expression confiante a vacillé. Pardon ? Tu m'as entendu, ai-je dit, ma voix stable maintenant. Ou peut-être que tu peux me dire la différence entre une commande G2 et une commande G3. Ou quel ratio de liquide de refroidissement tu utilises pour le titane par rapport à l'aluminium 6061. Non. Je ne pensais pas que quelques personnes aux tables voisines avaient cessé de faire semblant de ne pas écouter. Même la serveuse s'est arrêtée près de la cafetière. Je me suis légèrement penché en avant. Laisse-moi te rappeler quelque chose, Cédric. 93% des plans de programmation CNC dans cet atelier ont été écrits par moi. 40% de votre chiffre d'affaires actuel provient de l'aciérie dynamique de l'Ouest, un contrat que j'ai négocié. Chaque gabarit sur mesure, chaque pièce de précision que ton équipe utilise encore a été construit de mes mains. Alors, dis-moi encore, qui est remplaçable ? Pendant un instant, personne n'a parlé. Le visage de Cédric est devenu rouge, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme s'il cherchait des mots qui ne venaient pas.
Mon père a frappé sa main sur la table, faisant trembler les assiettes. Ça suffit. Nous ne sommes pas venus ici pour discuter de détails techniques. Nous sommes venus te ramener à la maison. J'ai regardé la main sur la table, les veines pulsant sous sa peau, puis je l'ai regardée avec un calme que je ne ressentais pas entièrement. La maison, ai-je répété. Ça a cessé d'être la maison le jour où vous avez remis le travail de ma vie à quelqu'un qui ne sait même pas comment démarrer une broche. La voix de ma mère est venue ensuite, douce et tremblante. Amélie, s'il te plaît. Ton père a raison. Tu as toujours été forte. Tu peux construire quelque chose n'importe où. Mais Cédric, il a besoin de cette opportunité. Il a besoin de stabilité. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Il a besoin de stabilité, ai-je dit doucement. Maman, j'ai passé 10 ans à maintenir cet endroit à flot pendant que tout le monde prenait des vacances et des primes. Je me suis épuisé au travail, et tu me dis qu'il en a plus besoin que moi? Elle a baissé les yeux, incapable de croiser mon regard. Claire s'est approchée, son ton faussement doux. Amélie, tu ne peux pas être en colère pour ça éternellement. C'est les affaires. Tu es brillante dans ce que tu fais. Tu retomberas sur tes pieds. Je me suis levé lentement, le cuir de la banquette craquant sous moi. Tu as raison, ai-je dit. Je le ferai. Pendant un instant, ils sont restés là tous les quatre, à me regarder, attendant peut-être que je m'excuse, que je cède, que je redevienne la fille fiable. Mais c'en était fini. J'ai pris mon sac, posé quelques billets sur la table pour la moitié de mon petit déjeuner non mangé, et je me suis tourné pour partir. En passant devant eux, je me suis arrêté une seconde à côté de ma mère. Tu as dit qu'il avait besoin d'une chance, ai-je dit doucement. Eh bien, je vous ai donné 10 ans de la mienne. Maintenant, c'est à mon tour de partir. J'ai poussé la porte du restaurant, la cloche sonnant vivement derrière moi. L'air extérieur était froid et pur, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti plus légère. Derrière moi, j'ai entendu la voix de mon père, étouffée par la vitre, appeler mon nom. Je ne me suis pas retourné. Les vitres du restaurant reflétaient leur image, tous les quatre debout ensemble, confus, en colère et petits. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de leur permission pour partir. La route devant moi était incertaine, mais elle était mienne. Le lendemain matin, je savais ce que j'avais à faire. Le carnet en cuir était plus qu'une simple nostalgie. C'était une clé. Mais si je voulais la justice, le sentiment ne suffirait pas. Il me fallait des preuves, une structure, et quelqu'un qui pourrait transformer les mots de mon grand-père en une arme assez tranchante pour couper à travers les documents juridiques. C'est alors que j'ai appelé Lena Mendoza. Lena et moi avions fréquenté le même IUT des années auparavant. Alors que j'avais poursuivi en génie mécanique, elle avait bifurqué, terminant ses études de droit et ouvrant son propre petit cabinet à Rouen, spécialisé dans les litiges commerciaux. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, mais quand elle a décroché, sa voix était la même, vive, confiante, avec une pointe de chaleur sous un vernis professionnel. Amélie Dubois, a-t-elle dit, ça fait une décennie. Qu'est-ce qui se passe? Une affaire de famille, ai-je répondu sèchement. Littéralement. Quand je lui ai tout raconté, les années non payées, la trahison, l'enveloppe rouge, les papiers de transfert, et enfin le journal de mon grand-père, elle n'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai eu fini, il y a eu une pause. Envoie-moi tout, a-t-elle dit. Et Amélie, ne leur parle plus sans moi. 2 jours plus tard, je suis allé à son bureau. L'endroit était modeste. Pas de sol en marbre ni de réceptionniste à la coiffure parfaite, juste des étagères remplies de classeurs et un diplôme encadré au mur. Lena était à son bureau, les cheveux attachés, des lunettes perchées sur le nez alors qu'elle parcourait les documents que j'avais envoyés. Quand elle a enfin levé les yeux, son regard était vif. D'accord, a-t-elle dit en tapotant le dossier avec son stylo. On peut le faire, mais il faut être intelligent. Il y a 3 choses que nous devons prouver. 1. Que tu es l'épine dorsale technique de l'entreprise. 2. Que le transfert de tes parents à Cédric viole l'intention du fondateur. Et 3. Elle a fait une pause, un petit sourire se formant, que ton cher beau-frère est non seulement incompétent, mais qu'il commet peut-être une faute de gestion financière. J'ai expiré. Ce dernier point ne devrait pas être trop difficile. Les semaines suivantes se sont transformées en une course effrénée.
Je suis devenu détective dans ma propre vie, reconstituant la piste de preuves enfouies sous des années de loyauté. Chaque nuit, je m'asseyais à la table de ma cuisine, entouré de piles de documents, de carnets tachés de café et d'une clé USB pleine de données de l'entreprise que j'avais sauvegardée avant de partir. La première preuve était facile, mon bilan. J'ai passé en revue des centaines de mails de clients, chacun étant une empreinte horodatée de ma contribution. Il y en avait un d'un ingénieur de l'acierie dynamique, la précision d'Amélie a sauvé notre projet. Si elle n'avait pas détecté le désalignement, nous aurions perdu tout le lot de prototypes. Un autre d'Aérodynamique Corp, Amélie, vos corrections de tolérance sont la raison pour laquelle nous avons renouvelé ce contrat. Puis sont venus les chiffres. En utilisant des tableurs que j'avais créés des années auparavant, j'ai tracé la croissance de l'entreprise pendant mon mandat. En 10 ans, sous ma direction technique, le chiffre d'affaires avait grimpé de 180%. Avant cela, à peine 30%. Les données parlaient plus fort que n'importe quelle défense que mes parents pourraient inventer. Mais ce qui a scellé le tout, ce n'était pas mon succès. C'était l'échec de Cédric. Un soir, Léna m'a appelé après avoir examiné certains des états financiers que j'avais trouvés sur un ancien lecteur de l'entreprise. Amélie, a-t-elle dit, sont-on presque amusés. Ton beau-frère pourrait bien nous livrer cette affaire sur un plateau. L'historique de la carte de crédit de l'entreprise se lisait comme une parodie. Des milliers d'euros en divertissement clients et qui coïncidaient étrangement avec les dates de match du HAC. Une dépense de 3 000 € pour des dîners de réseautage à Miami pendant une semaine où il n'y avait aucune conférence professionnelle. Et mon préféré, un système home cinéma à 5 000 € étiqueté l'équipement de bureau, expédié directement à l'adresse de Cédric. Quand Léna a vu la liste, elle a secoué la tête. On ne peut pas inventer ça. C'est une violation de l'audit ambulante. Pourtant, elle en voulait plus. Il nous faudra des témoignages internes, quelque chose de personnes qui ont travaillé sous vos ordres à tous les deux. Des points bonus s'ils l'ont vu faire une erreur de leurs propres yeux. C'est alors que j'ai appelé David Klein, l'un des plus anciens machinistes travaillant encore à l'atelier. Il avait commencé sous les ordres de mon grand-père à la fin des années 80 et était resté assez longtemps pour voir toutes les ères de l'entreprise, l'expansion, la modernisation, et maintenant le déclin. Quand je l'ai rencontré dans un petit café du centre-ville, il avait l'air plus âgé, mais tout aussi solide, des mains épaisses, une barbe grise, et ce genre d'honnêteté tranquille qui ne vieillit jamais. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-il dit en secouant la tête. Ton grand-père en serait malade. Il a sorti un vieux dossier de sa veste. Je nettoyais mon garage. J'ai trouvé ces contrats que ton grand-père a rédigés lui-même. Regarde la formulation. Vois comment, au fil des ans, il commence à ajouter des mots comme partage d'équipe, propriété collaborative, équité collective. Il évoluait vers l'équité, Amélie, pas la hiérarchie. J'ai parcouru les documents, sentant ma gorge se nouer. Il le pensait vraiment, ai-je murmuré. David a hoché la tête. Il le disait tout le temps. Amélie a mes mains et mon cœur. Elle portera l'atelier un jour. Je ne l'ai jamais oublié. Quand j'ai ramené le dossier à Léna, elle a souri pour la première fois depuis que nous avions commencé. Ça, a-t-elle dit en brandissant la page avec les clauses évolutives du contrat de grand-père. C'est de l'or. L'intention du fondateur, sa progression documentée, un témoignage direct de quelqu'un qui a travaillé à ses côtés, combiné au journal de ton grand-père. C'est inattaquable. Je la regardais, l'incrédulité et le soulagement se disputant dans ma poitrine. Alors, on en a assez ? Léna a fermé le dossier et s'est penchée en arrière dans son fauteuil, son expression ferme. On n'a plus qu'assez. Les preuves techniques prouvent ta contribution. Les dossiers financiers enterrent Cédric, et les mots de ton grand-père nous donnent un poids moral que le tribunal respectera. Elle a fait une pause, puis a souri légèrement. Repose-toi, Amélie. Parce que la prochaine fois que tu entreras dans ce bâtiment, ce ne sera pas en tant qu'employée. Ce sera en tant qu'héritière légitime de son âme. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi toute la nuit. Et quand je me suis réveillé, je ne me sentais plus petite ou effacée. Je me sentais prête. Le tribunal de grande instance du Havre était un grand bâtiment gris qui semblait n'avoir jamais connu la chaleur. Les marches résonnaient sous mes bottes alors que je les montais, mon pouls stable, mais l'estomac noué. À l'intérieur, tout sentait légèrement le café et le papier stérile, formel, inflexible. J'ai aperçu Léna au bout du couloir, élégante dans un tailleur bleu marine, parcourant nos dossiers avec une précision calme.
Elle a levé les yeux, m'a vu et m'a fait un bref signe de tête. Prête, a-t-elle demandé. Autant que je peux l'être. Elle a souri légèrement. Bien, parce qu'aujourd'hui, tu cesses d'être la travailleuse invisible. Aujourd'hui, ils doivent enfin te regarder. La salle d'audience était bondée, presse locale, quelques anciens clients, même d'anciens employés qui avaient entendu parler de l'affaire. Mes parents étaient assis à la table des accusés à côté de Cédric, qui portait un costume gris coûteux et l'expression suffisante d'un homme convaincu qu'il pouvait se sortir de n'importe quoi par la parole. Ma mère refusait de croiser mon regard. Mon père fixait droit devant lui, la mâchoire serrée. Le juge Hébert est entré, un homme d'une 60aine d'années, le regard vif et la posture de quelqu'un qui avait vu toutes sortes de folies humaines. Quand il a parlé, sa voix portait comme du fer. Affaire numéro 24 à 315, Dubois contre Walker. Commençons. Léna s'est levée la première. Sa voix était stable, nette et délibérée. Monsieur le juge, cette affaire ne concerne pas un héritage. Elle concerne l'intégrité. Elle concerne une femme qui a donné 10 ans de sa vie à une entreprise construite par son grand-père, pour être ensuite effacée de son avenir. Nous démontrerons qu'Amélie Dubois était le cœur technique et opérationnel des ateliers métallurgiques Dubois, que le transfert de propriété à Cédric Walker a violé l'intention documentée du fondateur, et que M. Walker est inapte à diriger cette entreprise en raison de son incompétence et de sa faute de gestion financière. Puis elle a commencé la présentation. Elle a projeté la première pièce à conviction sur l'écran, une page du carnet en cuir de mon grand-père, l'écriture élégante et ferme. Quiconque construit de ses mains et de son esprit possède une part de l'âme de l'atelier. La salle d'audience était silencieuse alors que les mots flottaient dans l'air. Vint ensuite les photographies, moi, à 12 ans, en train de souder sous la supervision de mon grand-père, des rangées de machines que j'avais calibrées, des emails de remerciements de clients louant ma précision. Puis les tableurs, 10 ans de données montrant la croissance de 180% de l'entreprise pendant ma direction des opérations techniques. Enfin, les états financiers, chacun avec des charges surlignées, des billets pour des matchs de foot, un séminaire d'entreprise à Miami, un système home cinéma à 5 000 € étiqueté l'équipement de bureau. L'audience a murmuré quand Léna a dit doucement, tout cela imputé sur les fonds de l'entreprise. Quand ce fut mon tour, elle m'a appelé à la barre. Mes paumes étaient froides, mais ma voix était stable. J'ai décrit à quoi ressemblait la dernière décennie. Les semaines de 80 heures, les brûlures d'huile, les nuits blanches, la réparation de machines que les autres ne pouvaient pas réparer. Je pensais investir dans mon avenir, ai-je dit doucement. Mes parents m'ont dit que je travaillais pour quelque chose qui serait un jour à moi. Je ne réalisais pas que je construisais un trône pour quelqu'un d'autre. Puis ce fut le tour de Cédric. Il s'est pavané jusqu'à la barre des témoins, adressant son sourire étudié à la salle. Son avocat, un homme de Paris avec une cravate chic et une voix suave, a commencé doucement. Monsieur Walker, pourriez-vous expliquer votre rôle aux ateliers métallurgiques Dubois? Cédric a redressé les épaules. J'ai modernisé le marketing de l'entreprise, introduit une stratégie numérique et nous ai fait entrer dans le 21e siècle. Avant moi, il n'y avait pas de présence en ligne, pas de prospection. Léna s'est levée. Contre-interrogatoire, monsieur le juge. Le juge Hébert a hoché la tête. Procédez. Elle s'est approchée lentement, comme un chirurgien préparant une incision. Monsieur Walker, a-t-elle dit, vous prétendez avoir modernisé les opérations. Pourriez-vous nommer 3 clients que vous avez personnellement apportés à l'entreprise pendant votre mandat? Cédric a cligné des yeux. Eh bien, je construisais des relations. Ces choses prennent du temps. Des noms, a insisté Léna. Il a hésité. Je devrais vérifier les dossiers. Léna a incliné la tête. Très bien. Alors, pour le procès-verbal, pouvez-vous décrire le processus de réglage d'une fraiseuse CNC pour une commande de précision en titane? Il y a eu une pause. Ce n'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Je délègue ça aux opérateurs. Le ton de Léna n'a pas changé. Et pourtant, vous êtes le seul propriétaire d'une entreprise d'usinage, n'est-ce pas? Il s'est agité sur son siège. Oui, mais je m'occupe de la vue d'ensemble. Le leadership, ce n'est pas elle la coupée. Quel était le chiffre d'affaires trimestriel de l'entreprise au dernier trimestre? Il a froncé les sourcils. Eh bien, encore une fois, je devrais confirmer. Donc, vous ne connaissez pas la réponse? Pas de tête.
Léna s'est tournée vers le juge. Monsieur le juge, cet homme ne peut nommer aucun client, ne peut décrire le processus qui produit le produit de son entreprise, et ne peut identifier les indicateurs financiers de base. Pourtant, il prétend diriger cette entreprise. Elle a fait de nouveau face à Cédric, la voix glaciale. Monsieur Walker, une entreprise ne peut pas être dirigée par quelqu'un qui ne comprend pas comment elle fonctionne. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du léger crissement du stylo du juge alors qu'il prenait des notes. Quand Léna s'est assise, j'ai surpris la plus faible lueur de panique traverser le visage de mon père. Ma mère a tendu la main vers la sienne, mais il l'a retirée. Pour la première fois, ils avaient l'air incertains, pas en colère, pas sur la défensive, juste petits. Après une brève suspension, le juge Hébert s'est tourné vers moi. Mademoiselle Dubois, avant de rendre ma décision, souhaitez-vous faire une déclaration finale? Je me suis levé. Mes jambes tremblaient, mais ma voix non. Monsieur le juge, je ne suis pas ici pour récupérer un bien. Je suis ici pour récupérer la vérité. Mon grand-père croyait que le travail donne aux gens leur dignité. Que ce que vous construisez de vos mains et de votre cœur vous appartient. Au moins en esprit. Je n'ai pas besoin de l'entreprise. Je n'ai pas besoin du nom. Je veux juste que son intention soit honorée. Et je veux empêcher les hommes comme Cédric de transformer le travail honnête en profit pour quelqu'un d'autre. Pendant un long moment, le juge n'a rien dit. Il a baissé les yeux sur le carnet devant lui, puis sur moi. Merci, mademoiselle Dubois. Quand je me suis rassise, Léna a chuchoté, c'était parfait. Alors que le marteau tombait, signalant que le jugement serait rendu dans 3 jours, j'ai réalisé quelque chose de profond. Gagnante ou perdante, j'avais déjà fait ce que mon grand-père voulait que je fasse. J'avais tenu bon, les 2 mains stables, et le cœur inébranlablement mien. 3 jours plus tard, je me tenais de nouveau dans cette salle d'audience froide et résonnante, les paumes moites, mais le cœur stable. L'air semblait plus lourd qu'avant, ce genre de silence suspendu qui précède quelque chose d'irréversible. Mes parents étaient assis quelques rangs devant, Claire à côté d'eux, les bras étroitement croisés, les yeux rouges comme si elle n'avait pas dormi. Cédric fixait droit devant lui, la mâchoire tendue, son arrogance enfin fissurée. Quand le juge Hébert est entré, tout le monde s'est levé. Il s'est installé dans son fauteuil, a ajusté ses lunettes et a jeté un coup d'œil à l'épaisse pile de dossiers devant lui. Le carnet de mon grand-père, les classeurs de preuves de Léna, les registres de l'entreprise, les photographies. Sa voix, quand elle est venue, était basse, mais a traversé la pièce comme un verdict écrit dans la pierre. J'ai examiné toutes les preuves et témoignages présentés dans cette affaire, a-t-il commencé. Cette question ne concerne pas seulement une transaction commerciale, mais la question de l'héritage et des responsabilités qui en découlent. Il a fait une pause, balayant la salle du regard avant de continuer. Le défunt fondateur des ateliers métallurgiques Dubois, Monsieur Robert Dubois, a laissé derrière lui des philosophies écrites claires reflétant sa conviction que la propriété devait s'aligner sur le travail et la contribution. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un testament formel, ces journaux et les témoignages corroborants d'employés de longue date établissent une intention claire du fondateur. J'ai retenu mon souffle. De plus, a-t-il dit, la plaignante, Amélie Dubois, a fourni des preuves convaincantes démontrant son rôle de principal moteur technique et opérationnel de l'entreprise au cours de la dernière décennie. Les déclarations testimoniales et la correspondance des clients confirment qu'environ 93% des produits et des opérations étaient directement sous sa supervision ou sa conception. Les données statistiques montrent une croissance significative pendant son mandat. Il a déplacé son regard vers Cédric. Inversement, les preuves indiquent que le défendeur, Monsieur Cédric Walker, s'est livré à une faute de gestion financière et manquait à la fois des qualifications et de la compréhension technique requises pour gérer cette entreprise. L'utilisation abusive des fonds de l'entreprise à des fins personnelles sape davantage sa légitimité en tant que propriétaire. Mon estomac s'est noué en voyant la posture confiante de Cédric s'effondrer. Par conséquent, a dit le juge, chaque mot délibéré, le tribunal juge le transfert de propriété à Monsieur Walker invalide. Le plan de succession est par la présente annulé comme étant incompatible avec l'intention du fondateur et inéquitable envers la principale contributrice. Une ondulation a traversé la salle, un léger souffle de quelqu'un derrière moi, le son d'un stylo qui tombe. Mais le juge n'avait pas terminé. Cependant, a-t-il poursuivi, étant donné l'état actuel des ateliers métallurgiques Dubois, y compris l'effondrement opérationnel, la perte de clients majeurs et les dettes impayées, le tribunal ordonne que l'entreprise soit évaluée, liquidée et vendue.
Une fois les dettes payées et les fonds de l'entreprise détournés remboursés par M. Walker, le produit restant sera divisé à parts égales entre les deux enfants biologiques du fondateur, Mademoiselle Amélie Dubois et Mademoiselle Claire Dubois. Il m'a regardé directement. Mademoiselle Dubois, ce tribunal reconnaît votre contribution incommensurable et l'intention de votre grand-père que votre travail soit honoré, mais il reconnaît également la réalité que l'entreprise, en l'état, ne peut pas se redresser. Ce qui reste vous permettra de prendre un nouveau départ. Il a frappé le marteau une fois, ferme, final, résonnant. L'audience est levée. Le son a été à la fois une fin et une rupture nette. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Mon père regardait la table, ses mains tremblant légèrement. Le visage de ma mère était pâle, vide, plus en colère, juste creux. Claire s'est penchée vers son mari, chuchotant quelque chose de vif qui l'a fait sursauter. Léna a expiré à côté de moi, rassemblant ses papiers, mais ses yeux se sont adoucis quand elle s'est tournée vers moi. « Tu as gagné », a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête, mais les mots n'avaient pas le goût de la victoire. Je sais. Dehors, la lumière de l'après-midi était froide et vive sur les marches du palais de justice. Je suis resté là un moment, la laissant frapper mon visage, laissant le bruit du monde remplacer le silence du jugement. Les journalistes s'attardaient près du trottoir, murmurant, mais personne ne s'est approché. Je pense qu'ils pouvaient deviner que ce n'était pas le genre d'histoire qui se terminait par une célébration. 2 mois plus tard, après la vente de l'entreprise et les déductions pour les dettes et la restitution, j'ai reçu le montant final, 60 000 €. Il est arrivé par virement direct avec un email d'une ligne de Léna. Règlement terminé. Félicitations, Amélie. J'ai regardé le chiffre pendant longtemps. Ce n'était pas une fortune, mais c'était la liberté. Assez pour respirer, pour tout recommencer. Assez pour construire quelque chose de petit. Et cette fois, à moi seul. Mais il n'y avait pas de joie. Pas vraiment. Juste une longue et silencieuse expiration. Ce soir-là, assise dans mon appartement avec une seule lampe allumée, j'ai ouvert à nouveau le carnet de mon grand-père. Les pages étaient maculées par mes doigts, douces sur les bords. J'ai passé ma main sur son écriture, ces mots résonnant encore dans mon esprit. Quiconque construit de ses mains et de son esprit possède une part de son âme. J'ai chuchoté dans le silence. Je l'ai construit, grand-père. Je n'ai simplement pas pu le garder. Le lendemain matin, Léna a appelé. « Ça va ?» a-t-elle demandé. « Je crois », ai-je dit après une pause. J'ai gagné le procès, mais j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose de plus grand. Elle est restée silencieuse un moment. « Tu ne l'as pas perdu ?» a-t-elle finalement dit. « Tu l'as dépassé. » Après avoir raccroché, je suis passé une dernière fois devant l'ancienne usine. L'enseigne avait déjà été enlevée, les fenêtres vides, le quai de chargement verrouillé. Elle semblait plus petite que dans mon souvenir. Pas le royaume que j'avais cru que c'était, mais juste un bâtiment d'acier et de béton. Les fantômes étaient partis, et moi aussi. En m'éloignant, l'horizon s'est ouvert devant moi, large et clair. Et bien que la douleur soit toujours là, cet espace vide où se trouvait autrefois ma famille, j'ai senti quelque chose d'autre monter à sa place. Pas la vengeance, pas le triomphe, juste la clarté. Je ne m'étais pas battu pour la propriété. Je m'étais battu pour la vérité, pour le droit de me tenir à côté de la mémoire de mon grand-père et de dire, j'ai tenu ma part de la promesse. Et peut-être que c'était suffisant. 6 mois après le verdict, la poussière de tout ce que j'avais perdu avait enfin commencé à retomber. Et de là, quelque chose de nouveau a commencé à prendre forme. J'ai signé un bail à court terme pour un petit local industriel à Gonfreville-Lorcher, juste à l'extérieur du Havre. Il n'y avait pas grand-chose à voir, des sols en béton nu, une porte de garage fissurée et des murs qui sentaient encore légèrement l'huile de moteur. Mais quand je me suis tenu au milieu, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. Avec une partie de l'argent du règlement, j'ai acheté 2 fraiseuses CNC d'occasion, un tour et un petit poste à sous des tiges des machines que d'autres appelaient dépassées, mais qui pour moi étaient familières, loyales, presque vivantes. J'ai peint les murs en gris mat, remplacé les lumières vacillantes et accroché une nouvelle enseigne près de la porte qui disait « Cœur d'acier Dubois ». Le nom n'était pas seulement commercial. C'était une réappropriation. Je n'essayais pas de ressusciter l'entreprise de mon grand-père. J'honorais son âme. Les premières semaines, il n'y avait que moi.
le bourdonnement des machines et l'odeur de l'huile de coupe. Je travaillais de nouveau de longues heures, mais cette fois, chaque son de la broche, chaque étincelle, chaque vibration signifiait la liberté, pas la servitude. Puis un matin, mon téléphone a sonné. Le numéro était familier, bien qu'il m'ait fallu une seconde pour y croire. Amélie, c'est Wayne de l'Aciérie Dynamique de l'Ouest. J'ai failli laisser tomber ma clé à molette. L'Aciérie Dynamique, le même client que mon père m'avait supplié de sauver. On a entendu que vous aviez ouvert votre propre atelier, a dit Wayne. Nous avons eu des problèmes de qualité avec le nouveau fournisseur. Nous aimerions que vous repreniez la production. Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. Le souvenir de ce premier appel, la voix tremblante et paniquée de mon père m'est revenu en un éclair. Seulement, cette fois, c'était mon téléphone qui sonnait. C'était mon atelier dont ils avaient besoin. Avec plaisir, ai-je dit, ma voix calme. Envoyez-moi les spécifications. Ce contrat est devenu ma bouée de sauvetage. Puis les commandes ont continué d'affluer. Un client, puis un autre. En quelques mois, les machines tournaient de nouveau à plein régime. Quand j'ai embauché ma première employée, ce ne fut même pas une décision. Ce fut un instinct. Caroline, mon ancienne responsable du contrôle qualité, est entrée dans l'atelier un matin, les cheveux attachés, des lunettes de sécurité pendant à son cou. « J'ai entendu dire que tu embauchais », a-t-elle dit en souriant. « Et j'en ai marre de corriger les erreurs des autres. » J'ai ri. Bienvenue à la maison. Avec le retour de Caroline, tout s'est mis en place. Son œil pour le détail correspondait au mien. Sa présence comblait les vides que je n'avais pas réalisé qu'ils existaient. Ensemble, nous avons reconstruit à partir de rien, resserrant les tolérances, remportant des contrats, gagnant la confiance de la seule manière que je connaissais, en étant présente et en faisant le travail correctement. Au 6e mois, nous étions rentables. Au 8e, nous avions plus de commandes que nous ne pouvions en gérer. Le son du métal coupant le métal, autrefois symbole d'épuisement, était devenu une musique. 1 an plus tard, j'ai reçu un autre appel, cette fois d'un homme nommé André Harland, le nouveau propriétaire de l'ancien site des ateliers métallurgiques du bois. Nous liquidons l'équipement restant, a-t-il dit. J'ai entendu dire que vous travailliez ici. Je pensais que vous voudriez peut-être avoir le premier choix avant que nous ne mettions tout à la ferraille. Une étrange douleur s'est agitée dans ma poitrine. Je passerai, lui ai-je dit. Le bâtiment avait l'air différent quand je suis arrivé, plus vide, vidé. La grande enseigne avait été enlevée, les bureaux dépouillés. La poussière flottait en épais faisceaux de lumière qui se déversaient par les hautes fenêtres. Des rangées de machines se tenaient silencieuses comme de vieux soldats attendant d'être mis au repos. André m'a guidé à travers l'atelier, me montrant ce qui restait. La plupart de ceci est obsolète, a-t-il dit. Nous allons probablement tout vendre aux enchères. Mais il y a une vieille fraiseuse CNC dans le coin, celle de votre grand-père. Je pense qu'on allait la mettre à la ferraille. Elle tourne à peine. Quand je l'ai vue, je me suis figé. Elle était là. La première machine que mon grand-père avait achetée. Celle sur laquelle j'avais appris à 12 ans, debout sur une caisse juste pour atteindre les commandes. Son châssis était rayé, la peinture s'écaillait, les boutons usés par des décennies de contact. André a haussé les épaules. Elle ne vaut rien en termes de production, mais si vous la voulez, vous pouvez la prendre. Considérez ça comme un retour à la maison. J'ai passé mes doigts sur le métal froid, sentant les légères rainures où les mains de mon grand-père s'étaient posées. Je la prends, ai-je dit doucement. Il a fallu 2 semaines de longues nuits pour restaurer cette machine. J'ai remplacé les roulements, recalibré les moteurs d'entraînement et poli chaque centimètre jusqu'à ce qu'elle brille de nouveau. Je ne l'ai pas fait pour la production. Elle était trop lente pour le travail moderne, mais parce qu'elle méritait de vivre. Parce qu'il méritait de vivre à travers elle. Quand je l'ai finalement mise sous tension, l'écran a vacillé, le moteur a ronronné, et j'aurais juré pouvoir entendre la voix de mon grand-père. Écoute le rythme, Amélie. La machine te dit toujours ce dont elle a besoin. J'ai placé la vieille fraiseuse dans le coin le plus lumineux de mon nouvel atelier, là où la lumière du matin la frappait en premier. C'est devenu mon endroit préféré, l'âme de l'endroit. Un après-midi, David, le machiniste à la retraite qui avait témoigné pour moi, est passé. Il est resté silencieux un long moment, les yeux suivant la forme familière de la machine. Puis il a tendu la main, a posé sa main burinée sur son châssis et a souri. Ton grand-père serait fier de toi,
a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête, ravalant la boule dans ma gorge. Je n'ai plus besoin qu'il l'admette, ai-je dit. J'ai mon propre atelier maintenant, et il porte toujours son nom. Il a souri, les yeux embués. C'est comme ça que l'héritage fonctionne vraiment, ma petite. Tu n'en hérites pas, tu le reconstruis. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, j'ai éteint les lumières, ne laissant que la lueur de la vieille fraiseuse CNC dans le coin. Le bourdonnement de son moteur remplissait le silence comme un battement de cœur. J'ai fermé les yeux, laissant sa chaleur s'installer en moi. L'équité ne vient pas toujours de ceux qui partagent votre sang. Parfois, elle est forgée de vos propres mains, lorsque vous revendiquez enfin ce que vous méritez. Construisez votre propre table. Et quand vous le ferez, ouvrez-la à ceux qui ont été autrefois laissés dehors.